Chapitre 1, des fondations bâties sur le sable. Jack Glenn avait toujours cru aux absolus, au noir et au blanc, au bien et au mal, à la loyauté et à la trahison. Il n'y avait pas de zone grise dans son monde, tout comme il n'y en avait pas eu durant ses 22 années de service dans les Navy SEAL. Lorsqu'il avait rencontré Kristen Hadfield dans un bar de San Diego en 2008, son rire avait percé le brouhaha comme un signal. Elle était différente des autres femmes attirées par les hommes en uniforme. Elle semblait voir au-delà des rubans et des métaux, vers quelque chose de plus profond. « Je ne sors pas avec des militaires », lui avait-elle dit ce premier soir, ses yeux verts le défiant par-dessus son whisky sourd. « Heureusement que je ne te demande pas de sortir avec moi », avait répondu Jack, son visage buriné s'illuminant d'un rare sourire. « Je te demande en mariage. » C'était une blague à l'époque, mais 6 mois plus tard, c'était devenu réalité. Kristen Hadfield devint Kristen Glenn lors d'une petite cérémonie à la chapelle de la base, ses cheveux auburn flottants couronnés des perles de sa grand-mère. Les camarades phoques de Jack leur avaient offert un arc d'épée traditionnel, et pendant un instant, tout sembla parfait. Leur fille Lynn arriva 2 ans plus tard, un tourbillon d'énergie avec les yeux gris acier de Jack et le rire contagieux de Kristen. Jack passait ses permissions à lui apprendre à pêcher, à frapper, à lire la météo dans les nuages. Elle avait 8 ans maintenant, et chaque appel vidéo depuis l'étranger la montrait devenir plus indépendante, plus proche de lui. Mais les déploiements mettaient à rude épreuve les mariages, et ceux de Jack étaient plus longs et plus dangereux que la plupart. Son unité était spécialisée dans les opérations d'insertion profonde, le genre où le silence radio pouvait durer des semaines, et où le retour n'était pas garanti. Kristen s'était inscrite pour l'incertitude, mais s'inscrire et vivre avec étaient 2 choses complètement différentes. Les fissures commençaient petites. Des appels manqués restaient inexpliqués. De nouveaux vêtements apparaissaient dans sa garde-robe, une distance dans son regard pendant leurs appels vidéo qui n'avaient jamais été présente auparavant. Jack remarquait tout. C'était ce qui le maintenait en vie à l'étranger, mais il avait choisi de croire en la femme qu'il avait épousée plutôt qu'aux preuves qui s'accumulaient devant lui. Terrence Marsh avait emménagé dans leur quartier de Coronado 18 mois plus tôt. Il était tout ce que Jack n'était pas. Présent, disponible, charmant d'une manière qui ne lui donnait pas le poids de sacrifier des vies pour son pays. Terrence vendait des voitures de luxe et en conduisait une différente chaque semaine. Son sourire était aussi poli que les pare-chocs chromés qu'il vantait. C'était le genre d'homme qui se souvenait des anniversaires et des fêtes, qui se présentait aux fêtes scolaires et aux barbecues de quartier avec du vin et des compliments. À 35 ans, Terrence n'avait jamais été marié, prétendant attendre la femme idéale. Il avait une façon de faire sentir à Kristen qu'elle était prise en compte, une façon que l'intense concentration de Jack manquait d'une certaine manière. Là où Jack parlait en évaluation tactique et en réponse mesurée, Terrence peignait des images avec ses mots, transformant les moments ordinaires en aventure. Leur liaison avait commencé assez innocemment, du moins c'est ce que Kristen se disait. La voiture de Terrence était tombée en panne, ce qui était pratique compte tenu de sa profession, et il avait frappé à leur porte pour demander à utiliser le téléphone. Kristen l'avait invité à prendre un café et ils avaient discuté pendant 3 heures de tout, sauf de l'appel qu'ils devaient soi-disant passer. Après cela, ces visites étaient devenues régulières. Lorsque Jack fut déployé, Terrence devint l'homme qui réparait le vélo de Lynn, qui assistait à ses concerts scolaires, qui faisait rire Kristen jusqu'à en avoir mal aux côtes. Il comblait si parfaitement le vide en forme de crique dans leur vie que Kristen commença à se demander si ce vide avait toujours été là, à attendre quelqu'un comme lui. Le premier baiser eut lieu un jeudi pluvieux d'octobre, 3 mois auparavant. Lynn était chez un ami et Kristen avait invité Terrence à l'aider à réparer un robinet qui fuyait. Ils s'étaient retrouvés sur le canapé avec une bouteille de vin, à parler de rêve et de déception. Lorsqu'il se pencha, elle ne s'était pas éloignée. En décembre, il ne faisait même plus semblant. Terrence avait une clé de la maison. Ses vêtements étaient accrochés dans le placard, à côté des uniformes de Jack. Il allait chercher Lynn à l'école et l'aidait à faire ses devoirs, jouant le rôle du père avec une aisance que la rigidité de Jack ne lui avait jamais permise. Kristen se disait que Jack comprendrait à son retour, qu'il pourrait divorcer en toute civilité, partager la garde, rester ami pour Lynn. Elle élaborait des discours complexes dans sa tête, s'exerçant devant le miroir pendant que Terrence dormait dans le lit qu'elle avait autrefois partagé avec son mari. Mais Jack Glenn ne pensait pas en termes de civilité. Il pensait en termes d'objectifs de mission et de pertes acceptables. Et dans son monde, la trahison n'avait qu'une seule réponse. Chapitre 2. Le courant qui s'approfondit. Les mensonges se multipliaient comme des cellules cancéreuses, chacun nécessitant 3 autres pour le soutenir.
Kristen était devenue une architecte de la tromperie, construisant des structures élaborées de demi-vérités et de désinformation. Quand Jacques l'appelait de sa base opérationnelle avancée, elle se peignait des images de nuits solitaires et de mères célibataires. Pendant ce temps, Terence, assis à la table de la cuisine, aidait Lynn à faire ses devoirs de maths. Le travail de papa est dangereux. Terence avait confié à Lynn un soir, d'un ton soigneusement neutre. Ta mère s'inquiète tout le temps pour lui. C'est dur pour elle d'être si seule. Lynn, à 8 ans, assimilait cette information avec la franchise brutale de l'enfance. Mais elle n'est pas seule. Tu es là. La simplicité de la situation avait retourné l'estomac de Christine. De la bouche des enfants sortaient des vérités que les adultes dépensaient des fortunes en thérapie pour essayer d'éviter. Elle construisait une nouvelle vie sur les fondations de l'ancienne. Et tôt ou tard, le poids ferait tout s'écrouler. Terence, de son côté, avait développé une relation troublante avec l'absence de Jacques. Il avait parcouru la maison des Glen tel un général conquérant, revendiquant son territoire avec une autorité subtile. Le fauteuil de lecture de Jacques était devenu l'endroit préféré de Terence pour son café du matin. Du côté de Jacques, c'était désormais Terence qui dormait. Même la relation de Jacques avec Lynn était discrètement exploitée. Un match de baseball et une histoire du soir à la fois. Ton père est parti presque toute ta vie, avait dit Terence à Lynn lors d'une de leurs conversations à cœur ouvert. Ça doit être déroutant pour une petite fille. Il plantait des graines, réalisa Kristen. Il préparait Lynn à une réalité où Jacques Glen serait plus étrange que son père, plus une obligation qu'un amour. C'était manipulateur et calculé, mais aussi efficace. Lynn avait cessé de demander quand papa rentrerait et avait commencé à supposer que Terence serait à son prochain concert de l'école. Le quartier l'avait remarqué, bien sûr. Regina Merritt, l'institutrice à la retraite qui habitait à côté, avait observé la transformation avec un malaise croissant. Elle avait déjà vu des femmes de militaires, connaissait les signes de mariage mis à rude épreuve par le déploiement, mais elle avait aussi suffisamment vécu pour reconnaître un comportement prédateur lorsqu'il s'approchait et sonnait à la porte. Cet homme à le regard froid, avait confié Regina à son mari, Luther. Un sourire assez joli, mais il n'y a rien derrière. Comme un requin. Luther Manning avait servi 2 fois au Vietnam et connaissait ce genre de comportement. Opportuniste, avait-il grogné en lisant son journal du matin. Le genre de personne qui sillonne les familles blessées comme un vautour. Mais savoir et agir étaient 2 choses bien distinctes. Les communautés militaires étaient soudées, mais aussi farouchement privées. Ce qui se passait à huis clos restait secret, surtout lorsque l'un des leurs combattait à l'étranger pour son pays. Le point de rupture survint par une froide matinée de février, alors que Regina promenait son chien devant la Glen House. Par la fenêtre de la cuisine, elle aperçut Terence marche dans la chemise d'uniforme de Jacques, sans la porter exactement, mais la tenant devant lui dans le miroir, admirant sa coupe. Ce spectacle la rendit physiquement malade. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, dit-elle à Luther ce soir-là. Cet homme ne dort pas seulement dans le lit de Jacques. Il attend à sa vie. Pendant ce temps, à 3000 mètres de là, Jacques menait son équipe dans une autre opération à enjeux élevés sur un théâtre de guerre qui n'existait pas officiellement. Les détails étaient classifiés, mais les conséquences se lisaient sur les rides autour de ses yeux et sur la façon dont il s'était mis à se parler à lui-même pendant les longues gardes. Ses collègues s'il avaient remarqué ce changement. Gordon Gamble, son ami le plus proche et commandant en second, l'avait pris à part après un échange de tirs particulièrement violent. « Tu es distrait, mon frère » avait dit Gordon sans détour. « Tu n'as pas la tête dans le jeu. Dans notre métier, c'est une condamnation à mort. » Jacques avait voulu nier, mais Gordon avait raison. Ses pensées revenaient sans cesse aux appels téléphoniques de plus en plus distants de Kristen et au réconfort croissant de Lynn face à son absence. Quelque chose n'allait pas. Son instinct le lui criait, mais il était à 8000 mètres de pouvoir y remédier. Des problèmes familiaux, avait insisté Gordon. Peut-être que Jacques avait admis. Ou peut-être que je deviens simplement paranoïaque avec l'âge. Mais Jacques Glen avait survécu à 2 décennies de combat en se fiant à son instinct. Et à cet instant précis, on lui annonçait que tout ce qu'il avait bâti, tout ce pourquoi il s'était battu lui échappait tandis qu'il versait son sang pour des inconnus dans un désert étranger. L'ironie ne lui échappait pas. Il pouvait neutraliser une cible à 1000 mètres, planifier des opérations qui sauvaient des centaines de vies, affronter des combattants ennemis sans broncher. Mais il ne pouvait sauver son mariage depuis le confort de son foyer, car il n'y était jamais vraiment.
Alors que février laissait place à mars, la distance entre Jacques et sa famille devint plus que géographique. Elle était émotionnelle, spirituelle, fondamentale. Il menait une guerre en terre étrangère tout en perdant la seule bataille qui comptait vraiment, sur son propre terrain. Et à Coronado, Terrence Marsh mettait les derniers coups pour remplacer définitivement l'homme qui avait commis l'erreur ultime de faire confiance aux mauvaises personnes avec les bonnes intentions. Chapitre 3. L'appel qui a tout changé. L'obus de mortier atterrit à 50 mètres de la position de Jacques, suffisamment près pour lui faire claquer des dents et lui remplir la bouche de crissements. Le bunker qu'ils avaient construit avec des sacs de sable et des prières tremblait comme une boîte de conserve, mais il tenait bon. Son équipe se recroquevilla sous le barrage ennemi. Chaque explosion lui rappelait que la mort était démocratique. Elle frappait les héros comme les lâches avec le même enthousiasme. Ce devait être une simple mission de reconnaissance. Entrer, recueillir des renseignements, repartir. Mais la simplicité s'était compliquée lorsqu'ils étaient tombés sur une cache d'armes dont les renseignements ignoraient l'existence. Maintenant, ils étaient coincés, appelant un soutien aérien et priant pour que la cavalerie arrive avant que les méchants ne décident d'arrêter les bombardements et de tirer. Le téléphone satellite de Jacques vibrait contre sa poitrine, un son insupportable en plein milieu d'un échange de tirs. Le protocole imposait des coupures de communication absolues pendant les opérations de combat, mais l'identifiant de l'appelant affichait un code d'urgence. Quelqu'un, à la maison, était suffisamment désespéré pour rompre le silence radio. « Glenn », répondit-il en serrant l'appareil contre son oreille pour entendre par-dessus le bruit de l'artillerie. « Monsieur, ici le sous-officier Martinez, relais des services d'urgence. J'ai les gardes-côtes américains de San Diego en ligne avec un message urgent concernant votre fille. Pouvez-vous prendre l'appel ?» Le sang de Jacques se glaça. Lynn, il lui est arrivé quelque chose. Passez-les. La voix qui s'éleva était professionnelle mais pressante. Monsieur, ici le premier maître Thompson de la station des gardes-côtes de San Diego. Nous avons votre fille, Lynn Glenn, sous notre garde. Elle a été secourue des eaux à environ 1,6 km au large de Coronado Beach il y a une vingtaine de minutes. Un autre obus de mortier fit voler la poussière du plafond du bunker. Jacques se colla au mur, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Est-elle blessée? Elle a froid et peur, mais elle est indemne. Monsieur, elle vous a demandé spécifiquement, dit-elle. La voix de Thompson hésita. Monsieur, dit-elle. Elle fut poussée du quai. Le monde s'arrêta de tourner. Tout, les mortiers, les coups de feu, la guerre, devint un bruit de fond, au milieu du rugissement dans les oreilles de Jacques. Passe là, papa. La voix de Lynn était faible et effrayée, mais elle était vivante. Elle était vivante, c'était tout. Je suis là, mon cœur. Je suis là, papa. J'avais tellement peur. L'eau était si froide que je ne pouvais pas retourner à la nage. Doucement, ma puce. Respire. Tu es en sécurité maintenant. Les gardes-côtes m'ont eu. Ils sont gentils, mais papa, sa voix se réduisit à un murmure. C'était Terrence, le petit ami de maman. Il a dit, si je t'aimais tant, je devrais aller chercher ton bateau au large. Puis il m'a poussé du quai. Le téléphone satellite grinçait sous la main de Jacques. Autour de lui, ses coéquipiers ripostaient, criaient des coordonnées, géraient le chaos du combat. Mais Jacques n'entendait rien. Tout ce qu'il entendait, c'était la voix de sa fille de 8 ans qui expliquait comment l'homme qui vivait chez lui, dormait dans son lit, jouait au père avec son enfant, avait tenté de la tuer. « Papa, es-tu toujours là ? » « Je suis là, ma puce. Je suis là. Écoute-moi bien. Reste avec les gardes-côtes jusqu'à mon arrivée. Ne va nulle part avec personne d'autre. Tu comprends ? Quand rentres-tu ? Jacques regarda son équipe autour de lui dans le bunker. La mission qui lui avait semblé si importante 5 minutes plus tôt, la guerre qui semblait soudain être le problème de quelqu'un d'autre. Bientôt, ma chérie. Très bientôt. Les bombardements cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Dans le silence soudain, le commandant de Jacques, le colonel Bradley Mackenzie, apparut à ses côtés. « Glenn, quel est ton statut ?» Jacques regarda son commandant, un homme sous les ordres duquel il avait servi pendant 8 ans, un homme qui était devenu plus une figure paternelle qu'un commandant. Mackenzie avait des filles aussi. Il comprendrait. « Monsieur, je dois rentrer. Permission d'urgence. »
Mackenzie étudia le visage de Jacques, lisant la dévastation comme une carte tactique. Que s'est-il passé? Quelqu'un a essayé de tuer ma fille. Et monsieur, la voix de Jacques était parfaitement calme, ce qui la rendait plus terrifiante que s'il avait crié. Je vais les tuer. Mackenzie resta silencieux un long moment. Il avait vu Jack Glenn en action suffisamment de fois pour savoir que cet homme ne proférait pas de menaces irréfléchies. Quand Jack Glenn disait qu'il allait tuer quelqu'un, ce n'était pas une métaphore. C'est la seule guerre qui compte maintenant, dit Mackenzie. Enfin, vas-y, alors que Jack rassemblait son équipement et se préparait pour le plus long voyage de sa vie, une pensée le dominait. Terrence Marsh avait commis l'erreur fatale de menacer ce que Jack Glenn aimait le plus. Et dans le monde de Jack, ce genre de trahison ne portait qu'une seule phrase. La guerre outre-mer pouvait attendre. La vraie guerre allait commencer chez lui. Chapitre 4. Retour au pays. Jack Glenn descendit du transport militaire à la base aéronavale de North Island à 3 heures du matin. 48 heures après avoir reçu l'appel qui avait tout changé. Son sac de sport contenait l'essentiel. 3 vêtements de rechange, son arme de service et un couteau tactique qui lui avait sauvé la vie plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Ce qu'il ne contenait, c'était aucune illusion sur ce qui l'attendait à son retour. Le trajet jusqu'à l'hôpital général de Coronado dura 12 minutes. Jack chronométra, notant les itinéraires alternatifs et les goulots d'étranglement potentiels avec le même automatisme qu'il avait maintenu en vie en territoire hostile. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et pour l'instant, il considérait San Diego comme un territoire ennemi. Lynn dormait à son arrivée, petite et pâle dans son lit d'hôpital, les fluides remplaçant ce que le froid du Pacifique lui avait volé. Le médecin traitant, le docteur Darla Abbott, l'accueillit dans le couloir avec un dossier suffisamment épais pour indiquer un examen approfondi. « Monsieur Glenn, je suis le docteur Abbott. Votre fille va bien physiquement. Légère hypothermie, quelques écorchures dues au rocher, mais rien de permanent. » Cependant, elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. L'évaluation psychologique indique un traumatisme important. Elle a été très précise sur ce qui s'est passé. Jack observa sa fille par la fenêtre. Même endormie, son visage était tendu, troublé. Que vous a-t-elle dit? Que Monsieur Marsh, l'ami de votre femme, l'avait délibérément poussé du quai de Coronado. Elle dit qu'il était en colère à cause d'une boisson qu'il avait bue. Elle a également mentionné que ce n'était pas la première fois qu'il se montrait physiquement agressif envers elle. La température dans le couloir semblait avoir chuté de 10 degrés. Expliqué. Bousculade, saisie du bras si fort qu'elle laissait des bleus. Intimidation verbale. Le schéma classique d'escalade des violences conjugales. Monsieur Glenn, je suis légalement obligé de signaler cela au service de protection de l'enfance. Où est ma femme? L'expression du docteur Abbott lui en dit long avant qu'elle ne parle. Elle est venue ici, mais elle est partie il y a environ 1 heure avec Monsieur Marsh. Jack a encaissé cette information comme un coup dur. Sa femme, la femme qu'il avait épousée, la mère de son enfant, avait laissé leur fille seule dans un lit d'hôpital pour rentrer chez elle avec l'homme qui avait tenté de la tuer. Je veux voir son dossier. Tout. Monsieur Glenn, je ne peux pas. Les yeux gris de Jack ont croisé les siens, et ce qu'elle y a vu l'a fait reconsidérer. Elle lui a tendu le dossier. Les photos étaient accablantes. Des bleus sur les bras de Lynn, des marques en forme de doigts qui trahissaient des mains d'adultes serrant trop fort. Les notes d'un thérapeute relatant des cauchemars au sujet d'une petite fille qui avait recommencé à faire pipi au lit. Des changements de comportement qui criaient à la maltraitance pour quiconque était formé à en reconnaître les signes. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après les déclarations de Lynn, environ 3 mois. Monsieur Glenn, où étiez-vous? La question le frappa comme un coup dur, mais l'expression de Jack ne changea jamais. Déploiement militaire à l'étranger. Le visage du docteur Abbott s'adoucit légèrement. Elle avait soigné suffisamment de familles de militaires pour comprendre la situation impossible dans laquelle se trouvaient les militaires, essayant de protéger leur pays sans pouvoir protéger leur propre famille. Je suis désolé. Je sais que ça rend les choses plus difficiles. Non, dit Jack doucement. Ça rend les choses plus faciles. Il passa l'heure suivante au chevet de Lynn, la regardant dormir et élaborant des plans. Lorsqu'elle se réveilla enfin et le vit, son visage se transforma. Papa. Ses bras entourèrent son cou avec une force désespérée. Et pour la première fois depuis ce coup de fil, Jack s'autorisa à ressentir tout le poids de ce qui avait failli se produire.
Il était rentré de zone de guerre, d'endroit où la mort était son compagnon quotidien, pour découvrir que le véritable danger avait été de dormir chez lui. « Je savais que tu viendrais », murmura Lynn contre son cou. « Je leur ai dit que tu viendrais me chercher. Je suis là, mon cœur. Plus personne ne te fera de mal. » C'était une promesse, et Jack Glenn n'avait jamais manqué à une promesse faite à sa fille. 2 heures plus tard, il se tenait sur le porche de la maison qu'il avait achetée 8 ans plus tôt avec l'argent d'une prime de réengagement. Les clés fonctionnaient encore. Apparemment, Kristen n'avait pas pris la peine de changer les serrures. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle avait supposé qu'il était encore à 13 000 km de là, jouant aux soldats, tandis que sa nouvelle vie prenait racine dans les ruines de l'ancienne. La maison avait la même apparence de l'extérieur, mais Jack sentit immédiatement la différence. C'était subtil. Différentes voitures dans l'allée, des chaussures inconnues près de la porte, l'odeur persistante d'une eau de Cologne qui n'était pas la sienne. Quelqu'un avait vécu sa vie, et il l'avait fait avec un mépris désinvolte pour l'homme qui avait payé chaque brique et chaque planche. Kristen était dans la cuisine en train de préparer du café comme n'importe quel matin. Elle leva les yeux en entendant ses pas et son visage devint blanc. « Jack, tu es chez toi. »« Vraiment ?» Il étudia son visage, notant la culpabilité inscrite là comme une confession, car on dirait que quelqu'un d'autre a vécu ici. Terence Marsh choisit ce moment pour descendre l'escalier vêtu uniquement d'un boxeur et d'un t-shirt que Jack reconnut comme le sien. Le t-shirt portait l'insigne de l'unité de Jack, celle qui avait été immobilisée par les tirs ennemis pendant que Jack recevait l'appel concernant sa fille. Les 2 hommes se fixèrent du regard à travers le salon, s'évaluant comme des prédateurs revendiquant le même territoire. Terence avait l'avantage de la taille, peut-être 5 cm, mais Jack avait 22 ans d'entraînement au combat et la rage concentrée d'un père dont l'enfant avait été en danger. « Tu dois être Jack », dit Terence en lui tendant la main comme s'ils se rencontraient à un cocktail. « J'ai tellement entendu parler de toi. » Jack regarda la main tendue, mais ne la prit pas. Au lieu de cela, il s'adressa à Kristen sans quitter Terence des yeux. « Sors-le de chez moi. »« Jack, s'il te plaît, parlons de ça comme des adultes. » Des adultes. La voix de Jack était parfaitement maîtrisée, ce qui la rendait plus menaçante que des cris. Les adultes n'essaient pas de noyer des enfants de 8 ans. Le sourire confiant de Terence estompa légèrement. « Attends une minute. Je ne sais pas ce que Lynn t'a dit, mais elle m'a dit que tu l'avais poussé d'une jetée et que tu l'avais laissé mourir dans l'océan Pacifique. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle est tombée. J'ai essayé de l'aider, mais Jack a bougé si vite que Terence ne l'a pas vu venir. Un instant, il se tenait près des escaliers, se justifiant. L'instant d'après, il était par terre, le genou de Jack sur la poitrine et un couteau sous la gorge. « Jack, non. » Kristen hurla. Jack l'ignora. Il était entièrement concentré sur l'homme sous lui. L'homme qui avait tenté d'assassiner sa fille. « Voilà ce qui va se passer, » dit Jack sur le ton de la conversation, comme s'il discutait de la météo au lieu de pointer une lame sur une artère corrodée. « Tu vas t'habiller. Tu vas quitter ma maison et tu ne t'approcheras plus jamais à moins de 100 mètres de ma famille. »« Tu es fou, halta Terence. Tu ne peux pas. » Le couteau s'enfonça légèrement plus profondément, laissant un mince filet de sang couler. « J'ai tué des hommes meilleurs que toi pour une cause moins grave. Si tu respires encore, c'est uniquement parce que je ne veux pas que Lynn perde ses 2 parents la même semaine. » Il se releva et rengaina le couteau d'un geste fluide. Terence recula précipitamment, la main sur la gorge. « Sors d'ici », dit simplement Jack. Terence se tourna vers Kristen pour obtenir du soutien, mais elle fixait son mari comme si elle le voyait pour la première fois. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé, celui qui avait pris soin de ne jamais ramener la guerre avec lui. C'était le soldat dont elle n'avait entendu parler que dans des conversations chuchotées entre autres épouses de militaires. Celui qui éliminait les menaces sans hésitation ni remords. La voix de Kristen Terrant était celle d'une plaignante désespérée. « Vas-y », murmura-t-elle. « Vas-y, tout simplement. » Après le départ de Terence, la maison semblait différente. Plus légère, comme si une atmosphère toxique avait été dissipée. Mais Jack il savait que ce n'était que le début. Terence Marsh avait tenté de tuer sa fille, avait violé son domicile, avait séduit sa femme pour qu'elle trahisse tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Aux yeux de Jack, c'étaient des crimes capitaux. Et Jack Glenn n'avait jamais cru aux négociations de peine. Chapitre 5. Collecte de renseignements.
Jacques passa la première semaine de retour chez lui comme un soldat en reconnaissance en territoire ennemi. Il se déplaçait dans sa propre maison avec une observation minutieuse, cataloguant chaque changement, chaque intrusion, chaque élément de preuve qui racontait l'histoire de la dissolution de sa famille. Terence avait été minutieux dans son intrusion. Ses vêtements étaient toujours accrochés dans le placard de la chambre principale, à côté des robes de Kristen. Son shampoing reposait dans la douche à côté de celui de Jacques et de ses bouteilles usagées. Le plus insultant, c'est que les photos de famille avaient été réorganisées. Certaines retournées, d'autres déplacées à des endroits moins visibles. Comme si la présence de Jacques chez lui avait été reléguée au rang de personnage secondaire. Mais Jacques était méthodique. Il documentait tout avec la même précision qu'autrefois pour planifier des opérations militaires. Photographie, horodatage. Notes détaillées. Monter un dossier non pas devant un tribunal, mais devant son propre jugement. Kristen évoluait dans la maison comme un fantôme, évitant la confrontation directe, mais incapable de cacher sa culpabilité. Elle avait commencé à dormir dans la chambre d'amis sans qu'on lui demande, et leur conversation se limitait à des questions d'ordre logistique concernant les soins de Lynn et la transition de Jacques vers la vie civile. « Je sais que tu me détestes », dit-elle le 4e soir, le trouvant dans son bureau, en train d'examiner ses relevés financiers. Jacques leva les yeux d'une pile de relevés de cartes de crédit qui racontaient leur propre histoire de trahison. Dîner dans des restaurants coûteux, frais d'hôtel, achats chez des bijoutiers, tout cela alors qu'il mangeait des MR dans un désert étranger. « Je ne te déteste pas, dit-il doucement. La haine exige un investissement émotionnel. Pour l'instant, tu n'es qu'une preuve. » La froideur de sa voix la fit frissonner. « Jacques, je n'avais jamais voulu que tout cela arrive, mais c'est arrivé. Et maintenant, Lynn est traumatisée. Mon domicile a été violé et mon mariage est terminé. » Il posa les relevés et la regarda droit dans les yeux. « La question maintenant est de savoir ce que je vais faire. » Kristen s'enlaça, paraissant soudain plus petite que dans ses souvenirs. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que Terence Marsh a tenté de tuer ma fille et que tu l'as laissé faire. »« Je ne savais pas. »« Tu en savais assez. » Jacques se leva, sa présence emplissant la petite pièce. « Tu savais qu'il lui faisait du mal. » Le docteur Abbott m'a montré le dossier médical de Lynn. Les bleus, les évaluations psychologiques, les changements de comportement. Tu savais tout, et tu l'as choisi quand même. L'accusation planait entre eux comme une lame. Kristen ouvrit la bouche pour la nier, puis la referma. Ils connaissaient tous les deux la vérité. « Où est-il maintenant » demanda Jacques. « Je ne sais pas, il séjourne dans un motel depuis votre retour. » Jacques hocha la tête. Il l'avait déjà découvert lui-même grâce à des méthodes qui auraient impressionné ses anciens collègues des services de renseignement. Terence était au Pacific Vista Motel sur Orange Avenue, chambre 237, payant comptant ses tarifs hebdomadaires. Il téléphonait à Kristen toutes les 2 ou 3 heures. Des appels qu'elle écoutait à voix basse, pensant que Jacques ne l'écoutait pas. Mais Jacques écoutait toujours. 22 ans dans les opérations spéciales lui avaient appris que l'information était l'arme ultime. Et en ce moment, il la collectait avec la patience d'un sniper attendant le coup parfait. Regina Merritt, la voisine, était devenue une alliée inattendue. Cette vieille dame l'avait abordé le 5e jour de son retour, apportant un plat en cocotte et une histoire qui comblait des lacunes cruciales dans son dossier de renseignement. « J'aurais dû appeler quelqu'un » avoua-t-elle en prenant un café dans sa cuisine. Mais je ne savais ni qui appeler ni quoi dire. Les épouses de militaires. On nous apprend à gérer les choses nous-mêmes. Elle lui raconta les mois passés à surveiller la voiture de Terran dans l'allée, à l'avoir vu ouvrir la porte en peignoir de Jacques, à la nuit où elle l'avait vu hurler sur Lynn dans le jardin. Assez près pour qu'elle soit tentée d'appeler la police, mais l'enfant était rentré avant qu'elle puisse agir. « Il a un côté méchant » dit Regina. « Il le cache bien, mais il est là. Ta petite fille avait peur de lui, Jacques. Je le voyais à sa façon de sursauter lorsqu'il élevait la voix. » Jacques assimilait ces informations comme les pièces d'un puzzle tactique. Chaque détail enrichissait sa compréhension des schémas et des faiblesses de l'ennemi, car c'était ce que Terence était devenu dans l'esprit de Jacques. Pas un rival amoureux, pas une erreur pardonnable, mais un combattant ennemi qui avait pris sa famille pour cible. Et Jacques Glenn était devenu très doué pour neutraliser les combattants ennemis. Gordon Gamble appela le 7e jour, prenant des nouvelles de leur base opérationnelle avancée. « Comment va le front intérieur, mon frère ?»« Compliqué, dit Jacques,
ce qui était un terme militaire pour dire complètement, mais je m'en occupe. Besoin de renfort. L'offre était sincère. Gordon serait dans le prochain transport de retour si Jacques le disait, et il amènerait des amis. La confrérie des opérations spéciales était plus profonde que le sang, et menacer la famille d'un homme les menaçait tous. Pas encore, répondit Jacques. Mais je te tiendrai au courant. Compris. Rappelle-toi juste, on n'abandonne pas les hommes, et on ne laisse pas les menaces contre la famille sans réponse. Après avoir raccroché, Jacques s'assit dans son bureau, regardant les photos des bleus de Lynn, les relevés de cartes de crédit attestant des goûts de luxe de Terran, les preuves d'un homme qui avait systématiquement détruit tout ce que Jacques considérait comme sacré. Dans l'armée, il y avait des règles d'engagement, des protocoles pour traiter avec les combattants ennemis, des cadres juridiques qui régissent l'usage de la force. Mais Jacques n'était plus dans l'armée. Il était un père dont l'enfant avait été blessé, un mari dont le mariage avait été détruit, un homme dont le domicile avait été envahi. Et dans son monde, le monde réel, celui où les fillettes de 8 ans se faisaient repousser par leurs camarades, une seule règle comptait, protéger les siens par tous les moyens. Terrence Marsh allait apprendre ce que signifiait menacer la famille d'un homme qui avait passé 2 décennies à perfectionner l'art de la guerre. Chapitre 6. Premier coup. La guerre psychologique avait commencé un mardi matin par un événement aussi simple qu'une crevaison. Terrence l'avait découvert en quittant le Pacific Vista Motel pour son jogging matinal, une routine que Jacques avait observée et répertoriée avec une précision militaire. 2 pneus, crevés avec une précision chirurgicale, suggérant une expertise professionnelle plutôt qu'un acte de vandalisme aléatoire. Lorsque Terrence avait appelé l'autoclub, on lui avait annoncé une attente de 3 heures. Lorsqu'il avait appelé un taxi, il avait constaté que toutes les entreprises locales subissaient des retards inhabituels. Le temps qu'il parvienne à obtenir des pneus de remplacement, il avait manqué son rendez-vous avec un client potentiel, une affaire valant 15 000 $ de commission. Jacques observait depuis une voiture de location garée à 3 pâtés de maison, prenant des notes sur les appels téléphoniques de plus en plus frustrés de Terran. La première phase de son opération consistait à perturber les activités de ses cibles, rendant la vie de ses cibles systématiquement plus difficile sans laisser de traces permettant de remonter jusqu'à lui. Le lendemain, les cartes de crédit de Terran furent mystérieusement refusées dans 3 établissements différents. Lorsqu'il appela les entreprises, on lui informa de problèmes informatiques nécessitant 24 à 48 heures de résolution. Son compte bancaire affichait un blocage temporaire en raison d'activités suspectes nécessitant une vérification en personne. Le jeudi, Terrence payait tout en espèces et regardait constamment par-dessus son épaule. Il avait commencé à téléphoner à Kristen, paranoïaque, pour lui demander si Jacques avait parlé de lui, s'il y avait eu une activité inhabituelle à la maison. Il essaie juste de me faire peur. Terrence avait dit à Kristen, lors d'une de leurs conversations à voix basse, que Jacques surveillait grâce à un équipement qui n'existait pas officiellement. Il essaie de me faire quitter la ville. Tu devrais peut-être, répondit Kristen d'une voix tendue. Peut-être que nous devrions tous les deux. Ce n'est sain pour personne. S'enfuir. Laissez-le gagner. Kristen, je t'aime. J'adore Lynn. C'est notre vie maintenant, pas la sienne. La certitude possessive dans la voix de Terran a dit à Jacques tout ce qu'il avait besoin de savoir sur sa psychologie cible. Ce n'était pas un homme qui serait effrayé par des pneus à plat et des problèmes de carte de crédit. C'était un prédateur qui considérait Kristen et Lynn comme sa propriété, qui considérait Jacques comme un obstacle à éliminer plutôt que comme un mari lésé. Cette évaluation a considérablement changé l'approche tactique de Jacques. Vendredi, Jacques a rendu visite au lieu de travail de Terran, Premium Automotive Sale, un concessionnaire haut de gamme qui s'adressait aux clients avec plus d'argent que de sang. Il n'est pas allé comme lui-même. Au lieu de cela, il portait un costume coûteux et portait des titres de compétence l'identifiant comme Robert Martinez, un enquêteur privé travaillant pour un cabinet d'avocats. Je procède à une vérification des antécédents sur Terrence Marsh, a-t-il déclaré au directeur des ventes. Alfonso Herring, un homme nerveux avec des taches de sueur et une conscience coupable. Vérification standard de l'emploi pour un poste potentiel. Pouvez-vous me parler de son histoire de travail ici? Le hareng était impatient de coopérer, peut-être trop désireux. Terry est l'un de nos meilleurs vendeurs. Idéal avec les clients, en particulier les dames. C'est comment les faire se sentir spéciaux. Des problèmes disciplinaires, des problèmes avec les collègues? Eh bien, Herring regarda autour de la salle d'exposition, puis se pencha en complot.
Il y a eu cet incident avec Beverly Edwards de la comptabilité. Plainte de harcèlement sexuel, mais nous l'avons géré en interne. Vous comprenez? Pas besoin d'avocat ou d'accusation formelle. Jacques a pris des notes, son expression neutre. Quel genre d'incident? Avancées indésirables, touchant inappropriées. Beverly était assez secouée à ce sujet, mais Terry l'a convaincu que tout cela était un malentendu. Guy charmant, vous savez, les femmes aiment généralement son attention. Habituellement, il y avait une autre situation avec la femme d'un client, Caitlin Robinson. Son mari lui a acheté une BMW pour leur anniversaire, et Terry est devenu un peu trop amical pendant le processus de livraison. Le mari a menacé de poursuivre, mais encore une fois, nous avons travaillé tranquillement. Jacques a continué à prendre des notes, à construire un profil d'un homme qui a vu des femmes comme des cibles plutôt que comme des gens. Un modèle de comportement prédateur qui avait été couvert par des employeurs qui appréciaient les chiffres de vente par rapport à la sécurité des employés. Monsieur Marsh a-t-il déjà été violent? L'expression de Herring s'assombrit. Il y a eu un incident le mois dernier. Il a perdu une grande vente à l'un des autres gars. Le client a décidé d'acheter à Jesse Matthews à la place. Terry a jeté une clé à travers le pare-brise de Jesse dans le parking. Nous avons dû payer les réparations et donner à Terry un dernier avertissement. Avertissement final. D'autres incidents violents et il est parti. Bien sûr, ces chiffres de vente sont si bons que la direction était disposée à ignorer beaucoup. Jacques a remercié Herring pour son temps et est parti avec une image beaucoup plus claire de sa cible. Terrence Marsh n'était pas seulement un naufrageur de maison opportuniste. Il était un prédateur violent ayant des antécédents de comportement croissant. Des hommes comme ça n'ont pas répondu à une pression subtile. Ils ont répondu à une force supérieure appliquée avec une précision écrasante. Ce soir-là, Jacques a trouvé Kristen dans la cuisine en préparant le dîner pour Lynn, qui commençait enfin à montrer des signes de récupération de son épreuve. L'homme de 8 ans restait près de son père depuis son retour, comme si sa présence créait une barrière protectrice contre les dangers du monde. Nous devons parler, dit doucement Jacques. Kristen jeta un coup d'œil à Lynn, qui a été absorbée par ses devoirs à la table de la cuisine. Pas ici. Ils ont déménagé sur le patio arrière où Jacques a présenté ses renseignements comme un briefing pour une opération militaire. L'histoire de l'emploi de Terran, son modèle de harcèlement et de violence, son comportement croissant avec les femmes qui ont rejeté ses avancées. Vous devez comprendre ce que vous avez apporté chez nous, a déclaré Jacques, sa voix clinique et précise. Ce n'est pas un homme qui a fait une erreur ou a eu un moment de faiblesse. C'est un prédateur qui a ciblé notre famille délibérément. Le visage de Christine s'épale en traitant les informations. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Jacques se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant le visage de sa femme. Mais l'ignorance n'excuse pas ce qui est arrivé à Lynn. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui m'a été formé? Jacques dit simplement, éliminer la menace. Les mots pendaient entre eux comme une condamnation à mort. Et Kristen a soudainement compris qu'elle ne regardait pas seulement la fin de son mariage. Elle regardait le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. Jacques, tu ne peux pas. Je peux, interrompit-il. Et je le ferai. La seule question est de savoir si vous allez m'aider ou me tenir sur mon chemin. En regardant dans les yeux gris de son mari, Kristen s'est rendu compte que l'homme qu'elle avait épousé, le soldat prudent et contrôlé qui avait toujours été si précis de garder sa guerre séparée de sa maison, a disparu. À sa place, et sa Tessot beaucoup plus dangereuse, un père avec un père à perdre de la chasse. Un lundi matin, il a découvert que sa cible avait été en contact avec Lynn. Le bureau du directeur, son visage pâle et ses mains tremblant légèrement. La pression artérielle de Jacques augmente les niveaux dangereux. Terrence attendait dans le parking lorsque l'école laissait échapper, positionné près des bus où il ne pouvait pas être vu du bureau principal. Il avait appelé Lynn, lui avait dit que sa mère était malade et l'avait envoyé pour la chercher. Lorsque Lynn avait refusé et avait commencé à marcher vers son bus ordinaire, il avait attrapé son bras. Assez fort pour laisser des marques déjà visibles à travers sa manche. Je me suis souvenu de ce que vous avez dit à propos des étrangers, a déclaré Lynn à Jacques, sa voix petite mais stable. Même des étrangers qui ne sont pas des étrangers. Alors, j'ai crié très fort et je l'ai donné des coups de pied dans le tibia et j'ai couru vers le bureau de Madame Carson. Madame Carson avait immédiatement appelé la police, mais au moment de leur arrivée, Terrence avait disparu. L'incident avait été enregistré. Déclaration prise.
Mais Jacques savait comment ces choses fonctionnaient. Sans témoin ni séquence de sécurité, ce serait la parole de Terran contre un enfant de 8 ans. Et des hommes comme Terran étaient très bons pour manipuler le système. La police veut vous parler. Madame Carson a déclaré, le détective Luther Manning attend dans mon bureau. Le détective Manning était un vétéran de 20 ans aux yeux fatigués et le genre de moustache qui s'était démoli dans les années 80. Il leva les yeux lorsque Jacques est entré, prenant la posture rigide et contrôlait la fureur avec une évaluation professionnelle. Monsieur Glenn, je comprends que vous avez été déployé à l'étranger. Quand êtes-vous revenu? Il y a 8 jours. Et vous êtes conscient de la relation entre votre femme et Monsieur Marsh? Je suis conscient. Manning a pris des notes, son expression neutre. Votre fille nous a donné une déclaration détaillée sur l'incident d'aujourd'hui ainsi que l'incident précédent à la jetée. Ce sont de sérieuses allégations, Monsieur Glenn. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. Le problème est de les prouver. Monsieur Marsh affirme qu'aujourd'hui était un malentendu, qu'il était préoccupé par le fait que Lynn rentrait à la maison et essayait de lui offrir un tour. Il ni l'attraper ou faire des menaces. La mâchoire de Jacques se resserra et l'incident de la jetée. Il soutient que c'était un accident. Léon a glissé et faux est tombé pendant qu'il pêchait, qu'il a immédiatement appelé à l'aide. Les hommes ont enfermé son cahier. Sans témoin ni preuve physique. C'est un cas difficile à poursuivre, alors il s'en tire. Je n'ai pas dit ça. Nous poursuivons l'enquête, mais ces choses prennent du temps. En attendant, je suggère fortement de garder votre fille proche et de documenter tout contact supplémentaire. Après le départ de Manning, Jacques s'est assis dans sa voiture à l'extérieur de l'école pendant longtemps, pensant que le système juridique a été conçu pour protéger les innocents, mais il protégeait également les prédateurs qui savaient comment travailler dans ces contraintes. Terrance avait l'expérience de manipuler les femmes, de manipuler les employeurs, de manipuler des situations à son avantage. Il utiliserait ces mêmes compétences pour manipuler le système juridique. Mais Jacques Glenn n'avait pas passé 22 ans à apprendre à travailler dans des contraintes juridiques. Il avait appris à travailler autour d'eux. Ce soir-là, il a mis Lynn au lit et a trouvé Kristen l'attendant dans la cuisine. Elle avait entendu parler de l'incident de l'école de Madame Carson et avait l'air d'avoir pleuré. Cela doit s'arrêter, a-t-elle dit sans préambule. Il dégénère. D'abord la jetée, maintenant ceci. Quelle est la prochaine étape? Jacques s'est versé une tasse de café et a étudié le visage de sa femme. Tu me dis. Tu le connais mieux que moi. Je pensais que je faisais, mais l'homme avec lequel j'étais, il était charmant, doux, romantique. Il ne m'a jamais montré ce côté parce que vous n'étiez pas un obstacle pour lui. Vous étiez le prix. Jacques s'assit en face d'elle. Mais maintenant, je suis de retour et Lynn le rejette et son parfait petit fantasme s'effondre. Les hommes comme Terrance ne gèrent pas bien le rejet. Que allez-vous faire? Jacques était silencieux pendant un long moment, fixant son café comme s'il contenait des réponses aux questions qu'il ne voulait pas poser. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit la veille de mon premier déploiement? A-t-il demandé enfin. Kristen fronça les sourcils, confus par le changement de sujet. C'était il y a 12 ans, Jacques. Vous avez dit de rentrer chez nous. Peu importe ce qu'il faut, peu importe ce que vous avez à faire, rentrez chez nous. Jacques la regarda et elle a vu quelque chose dans ses yeux qui lui faisait couper le souffle. J'ai tenu cette promesse, Kristen. Chaque mission, chaque échange de tirs, chaque fois que je devais faire des choix impossibles. J'ai pensé à toi et à Lynn et j'ai trouvé un moyen de rentrer à la maison. Jacques, mais maintenant je suis à la maison et la guerre m'a suivi. C'est dans ma maison, menaçant ma fille, détruisant tout ce que je me suis battu pour protéger. Il s'est levé, ses mouvements contrôlaient mes prédateurs. Donc, je vais y mettre fin de la même manière que j'ai terminé toutes les autres guerres que j'ai combattues. Qu'est-ce que cela signifie? Jacques la regarda pendant un long moment, et Kristen s'est rendu compte qu'elle voyait clairement son mari pour la première fois de leur mariage. Pas l'homme contrôlé et contrôlé qui avait caché sa nature plus sombre derrière les uniformes et les protocoles, mais le soldat qui avait fait tout ce qui était nécessaire pour terminer ses missions et rentrer à la maison. Cela signifie que Terrance Marsh va disparaître, a déclaré Jacques simplement. Et quand il le fera, tout le monde va supposer qu'il est de passer à des proies plus faciles, y compris vous. Kristen le regarda, comprenant les implications, mais incapable de traiter eux complètement. Vous parlez de meurtre. Je parle d'éliminer une menace pour ma famille.
Jacques a terminé son café et a rincé la tasse dans l'évier avec une précision méthodique. La seule question est de savoir si vous allez m'aider ou me gêner. Je n'en ferai pas partie. Vous êtes déjà. La voix de Jacques était une question de fait, sans colère ni jugement. Au moment où vous l'avez amené dans notre maison, au moment où vous l'avez choisi pour la sécurité de Lynn, vous en avez fait partie. Le seul choix que vous avez maintenant est de savoir si vous êtes de mon côté ou le sien. Après que Jacques ait quitté la cuisine, Kristen s'est assise seule dans l'obscurité, pensant à l'homme qu'elle avait épousé et à l'homme avec lequel elle l'avait trahi. Elle pensait que Jacques était froid, distant, émotionnellement indisponible. Elle n'avait jamais considéré que son contrôle prudent pourrait être la seule chose qui se dresse entre sa famille et le genre de violence qu'il avait perfectionné au service de son pays. Maintenant que ce contrôle avait disparu, et Kristen voyait enfin le guerrier qu'elle avait épousé, pas la version désinfectée qui est rentrée à la maison, mais celle qui a fait les choix difficiles qui ont assuré sa famille en sécurité. Et elle était terrifiée de réaliser la version qu'elle respectait le plus. Chapitre 8. L'antre profonde. L'entrepôt abandonné à la périphérie de National City a été fermé depuis 3 ans, une victime de la récession et de l'évolution des modèles d'expédition. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un autre morceau de décroissance urbaine, le genre d'endroit où les toxicomanes et les camps de sans-abri ont évité parce que même le désespoir avait ses limites. Pour Jack Glenn, c'était le théâtre opérationnel parfait. Il avait passé 2 semaines à préparer l'espace avec la même précision méthodique qu'il avait appliquée une fois à des bases de fonctionnement en avant en territoire hostile. Matériaux d'amortissement sains récupérés sur les chantiers de construction. Feuilles de plastique qui pourraient être facilement éliminées. Outils qui avaient été achetés en espèces dans différents magasins dans 3 comtés. Plus important encore, il avait établi plusieurs routes de sortie et protocoles d'élimination qui ne laisseraient aucune preuve traçable. Si cette opération allait de côté, Jacques disparaîtrait dans la Californie sous terre aussi complètement que n'importe quel fantôme qu'ils avaient créé dans des pays étrangers. Mais cette opération n'irait pas sur le côté. Jacques l'avait planifiée avec la même attention à détail qui avait fait de lui l'un des soldats des opérations spéciales les plus efficaces de l'armée. Et contrairement à ses missions précédentes, celle-ci était personnelle. Amener Terence à l'entrepôt a nécessité d'exploiter la faiblesse fondamentale de l'homme. Son incapacité à s'éloigner d'un défi à sa domination. Jacques l'avait orchestré par Kristen, lui nourrissant le script qui attirerait leur cible dans le terrain de meurtre parfait. Il m'a demandé de le rencontrer, a-t-elle déclaré à Terence lors de l'un de leurs appels téléphoniques surveillés. Dit qu'il veut parler d'un divorce civilisé des accords de garde. Je pense qu'il accepte enfin que c'est fini entre nous. Cela ne ressemble pas à l'homme qui a tenu un couteau à ma gorge, Terence avait répondu, suspect, mais intrigué. Peut-être qu'il se rend compte que me battre, je ne fera pas de mal Lynn Moore. Vous savez à quel point les militaires concernent leurs ordres et protocoles. Peut-être que quelqu'un au-dessus de lui a dit de se retirer. C'était une psychologie brillante, Jacques a dû admettre. Kristen avait poussé exactement les bons boutons, faisant appel à l'ego de Terence tout en lui offrant la victoire dont il avait envie. L'homme qui a tenté de noyer une fillette de 8 ans n'a pas pu résister à la chance de se réjouir du soldat qu'il a vaincu. Où veut-il se rencontrer? Un entrepôt de National City dit que c'est un terrain neutre, assez privé pour parler sans que les voisins écoutent. Kristen avait prononcé l'adresse avec juste la bonne quantité de réticence, comme si elle trahissait la confiance. Je n'aime pas ça. Cela ressemble à un piège, Terry. C'est un militaire. Ils ne font pas des embuscades dans la vie civile. Ils ont trop de respect pour les règles et les procédures appropriées. D'ailleurs, que va-t-il faire? Il ne peut pas vous blesser sans aller en prison. Et puis Lynn perdrait les 2 figures de son père. L'appel au narcissisme de Terence avait parfaitement fonctionné. Il avait accepté la réunion, convaincu que sa compréhension supérieure de l'état d'esprit militaire de Jacques le protégerait de toute violence potentielle. Il était sur le point d'apprendre à quel point il pouvait se tromper. Jacques est arrivé à l'entrepôt 2 heures avant la réunion prévue, effectuant des préparatifs finaux avec le calme focus d'un chirurgien se préparant à une opération complexe. Tout était prêt, l'inonisation, les outils, les protocoles d'élimination. Tout ce qui restait était l'arrivée de sa cible. Terence s'est arrêté exactement à temps, conduisant la BMW en argent qu'il avait utilisée pour charger des clients et séduire les femmes. Il est sorti de la voiture qui avait l'air confiant, presque arrogant, portant un costume coûteux qui coûte probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Glenn, cria-t-il en s'approchant de l'entrée de l'entrepôt. Commençons avec.
J'ai de meilleures choses à faire que de perdre du temps sur votre ego blessé. Jacques ouvrit la porte, debout dans l'ombre où Terence ne pouvait pas voir son visage clairement. Venez. Nous avons besoin d'intimité pour cette conversation. L'intérieur de l'entrepôt était faiblement éclairé par les feux de travail que Jacques avait positionnés pour créer des piscines d'illumination séparées par des zones de l'obscurité. Terence a demandé à sa confiance en train de faire la fête alors qu'il a pris le vide industriel. Dommage, mais assez dur pour assurer la conformité. Le travail lumineux créant une configuration d'interrogatoire parfaite. Jacques s'est assis en face de lui, nettoyant ses ongles avec le couteau tactique qui lui avait sauvé la vie plus de fois qu'il ne pouvait compter. « Qu'est-ce que est-ce » demanda Terence, luttant contre les contraintes. « Vous ne pouvez pas faire cela. Il s'agit d'agression-enlèvement. Je vous ferai arrêter. »« Non, vous ne le faites pas, » dit calmement Jacques, ne levant des yeux de son couteau. « Parce qu'après ce soir, vous ne serez pas là pour déposer des plaintes. » La certitude occasionnelle de la voix de Jacques a coupé le fanfaron de Terence comme une lame à travers la soie. « Pour la première fois, vous êtes fou. Vous êtes vraiment fou. Le déploiement du combat fait à un homme, surtout quand il est devenu à la maison pour que quelqu'un est blessé, je ne suis pas le cas. » Mathématiques de l'élève erreur. C'était une tentative de meurtre. Et dans mon monde, les gens qui essaient de tuer des enfants n'ont pas de seconde chance. Terence a commencé à paniquer, luttant contre les liens IP avec un désespoir croissant. Kristen appellera la police quand je ne rentrerai pas à la maison. Kristen pense que vous avez décidé de quitter la ville. Elle a reçu un SMS de votre téléphone il y a environ 1 heure en disant que vous ne pouviez plus gérer la pression et nous retournons vers les pour recommencer. Jacques a levé le téléphone de Terence. Incroyable ce que vous pouvez accomplir avec le bon équipement. Vous ne pouvez pas vous en tirer. Les gens me chercheront. Les gens recherchent beaucoup d'hommes qui disparaissent à San Diego. La plupart d'entre eux ne sont jamais trouvés. Jacques est retourné sur sa chaise pour étudier Terence avec un détachement clinique. Parlez-moi des autres femmes. Quelles autres femmes? Beverly Edwards, Caitlin Robinson, tous les autres que vous avez harcelés, agressés, manipulés. Jacques a consulté un cahier rempli de son rassemblement d'intelligence. J'ai construit tout un dossier sur vous, Terence. Vous êtes ce que nous appelons un récidivant. Je n'ai jamais. Tu as lancé une clé à travers le pare-brise d'un co-ouvrier parce qu'il vous a dépassé. Vous avez harcelé sexuellement un comptable suffisamment pour avoir déposé une plainte. Vous avez été arrêté 2 fois pour violence domestique, bien que les accusations aient été abandonnées lorsque vos victimes ont mystérieusement changé d'avis. Jacques leva les yeux de ses notes. Des hommes comme vous sont pourquoi les hommes comme moi existent. Terence pleurait maintenant. La façade confiante s'est complètement brisée. S'il vous plaît, je vais quitter la ville. Je ne contacterai plus jamais Kristen ou Lynn. Je vais disparaître. Oui, Jacques a accepté. Vous le ferez. Le couteau tactique s'est déplacé avec une précision chirurgicale, trouvant les points de pression exacts qui provoqueraient une douleur maximale tout en évitant les artères majeures. Jacques avait appris ces techniques dans les programmes de formation classifiés. Méthode conçue pour extraire les informations des combattants ennemis qui pensaient être plus forts que leurs interrogateurs. Terence a crié, le son absorbé par les entrepôts insonorisés comme l'eau dans le sable. C'était pour les ecchymoses sur les bras de ma fille, a déclaré Jacques en conversation. C'est pour les cauchemars qu'elle a. Le couteau se déplaçait, et les cris de Terence sont devenus quelque chose au-delà du langage humain. Et cela, a déclaré Jacques, la coupe finale a été rapide, miséricorde de Terence. A rencontré quelque chose de plus haut dans la chaîne alimentaire, Jacques a passé les 2 heures suivantes à nettoyer avec la même précision méthodique qu'il avait appliquée à l'entrepôt. Blessé à nouveau. Les résultats positifs qui ont résulté de la fin d'une mission avec succès. Cette mission était complète. Chapitre 9. Marée haute. 6 mois plus tard, Jacques Glenn s'est assis sur le pont de sa nouvelle maison surplombant la baie de Mission, en regardant sa fille Lynn s'entraîner en jetant sa ligne de pêche dans l'eau calme. Elle était devenue bonne dans ce domaine. Sa technique s'améliorant à chaque session, ses rires portant à travers l'eau comme la musique. La vieille maison de Coronado avait été vendue, le produit s'est séparé du règlement de divorce qui avait été finalisé à une vitesse surprenante. Kristen avait déménagé à Phoenix pour vivre avec sa sœur, affirmant qu'elle avait besoin d'un nouveau départ loin des souvenirs. Elle a appelé Lynn 2 fois par semaine, en maintenant la relation mais en acceptant que la garde principale resterait avec Jacques.
Je ne peux pas vous combattre, lui a-t-elle dit lors d'une de leurs dernières conversations. Et je ne peux pas vivre avec ce que je sais. Jacques avait compris. Kristen était une bonne femme qui avait fait de mauvais choix, mais elle n'était pas assez forte pour vivre avec la réalité de ce que ses choix avaient besoin. Certaines personnes pourraient compartimenter la violence lorsqu'elle a rendu justice. D'autres ne pouvaient pas supporter le poids de nécessaire cruauté. L'histoire officielle était simple et crédible. Terrence Marsh s'était lassé des complications à San Diego et est retourné dans sa ville natale de l'Ohio pour recommencer. Sa disparition avait été notée mais n'avait pas étudiée. Après tout, les hommes ont quitté la ville tout le temps où les relations sont devenues trop compliquées. Sa voiture avait été retrouvée à la gare de Greyhound avec une note expliquant sa décision de voyager légèrement et de recommencer. Le concessionnaire automobile avait été légèrement gêné par son départ soudain, mais Alfonso Herring avait semblé presque soulagé. A toujours été un peu trop intense, a-t-il dit à tous ceux qui ont demandé. Probablement mieux ailleurs. Le détective Luther Manning avait fait quelques demandes de préfinceur lorsque Terrence n'a pas comparu pour une entrevue prévue sur l'incident de Lynn Glen, mais l'affaire avait été administrée à la clôture administrative lorsque le suspect principal a disparu. Manning a eu de plus gros problèmes à s'inquiéter qu'une affaire de harcèlement impliquant un homme qui avait apparemment quitté l'État. Regina Merritt avait été la seule à exprimer une réelle préoccupation au sujet du départ soudain de Terrence. Semblait être le type qui resterait pour causer plus de problèmes, elle a dit à son mari, Luther sur leur café du matin. Les hommes comme ça ne s'en éloignent généralement pas. Peut-être qu'il a finalement rencontré quelqu'un qui l'a convaincu qu'il était temps de partir. Luther avait répondu, jetant un coup d'œil de manière significative vers la nouvelle maison de Jacques. Les militaires se sont compris même à travers les lignes générationnelles. La transition de Jacques vers la vie civile a été étonnamment fluide. La marine avait traité sa retraite anticipée avec un minimum de questions, en comprenant que les urgences familiales nécessitaient parfois des choix difficiles. Ses prestations de retraite et d'invalidité ont fourni une sécurité financière suffisante pour se concentrer sur le fait d'être un père à temps plein, bien qu'il ait commencé à faire des travaux de conseil pour des entreprises de sécurité privée qui avaient besoin de son ensemble de compétences particuliers. Gordon Gamble avait visité 2 fois, à chaque fois de passer de longues heures sur le pont avec Jacques, de boire de la bière et de parler de tout sauf de l'évidence. La confrérie militaire a couru profondément et les hommes qui avaient servi ensemble ont compris que certaines conversations étaient mieux menées en silence. Vous semblez installé, avait observé Gordon lors de sa dernière visite, regardant Jacques et Lynn travailler ensemble pour réparer un filet de pêche. Je le suis, répondit Jacques simplement. Bien. Certaines guerres valent la peine d'être combattues. Certaines guerres sont nécessaires. Il l'avait laissé là-bas, la compréhension de passer entre eux comme une fréquence que seuls les soldats pouvaient entendre. Lynn avait prospéré dans les mois qui ont suivi la disparition de Terrence. Les cauchemars s'étaient arrêtés. Les problèmes de comportement avaient résolu et elle avait commencé à s'épanouir sous l'attention du patient de Jacques. Ils avaient établi des routines construites autour des voyages de pêche, des séances de devoirs et des soirées tranquilles lorsqu'elle lui parlait de sa journée pendant qu'il préparait le dîner. « Papa, dit-elle maintenant, sous le choc de sa pratique avec une technique améliorée. Madame Carson veut savoir si vous parlerez à sa classe de l'armée. Que leur dirai-je sur le fait d'être courageux? Je suppose que la protection des gens. » Jacques considérait cela, regardant le visage de sa fille dans la lumière d'après-midi d'or. Elle avait vieilli au cours des 6 derniers mois, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. L'innocence que Terrence avait essayé de le voler était partie. Mais à sa place, il ne faisait pas peur, il ne vous a pas fait peur, il a finalement dit. À la maison, la guerre a fait la tête de la guerre. Cauchemar et rire sans crainte, alors peut-être que l'étiquette n'avait pas d'importance. Nous devons nous diriger, a-t-il dit, notant la position du fils. Le dîner ne cuit pas lui-même. Alors qu'ils emballaient leur équipement de pêche, Lynn a discuté de l'école et des amis et des plans pour le week-end. Les préoccupations normales de 8 ans, le genre, elle avait eu trop peur d'avoir quand Terrence avait été dans leur vie. Jacques a écouté avec l'attention du patient qu'il avait appliqué une fois au briefing de l'intelligence. Comprendre que ces conversations étaient tout aussi importantes que toute mission militaire qu'il avait jamais entrepris. Cette nuit-là, après que Lynn dormait, Jacques s'est assis sur son pont avec une bière et un téléphone satellite sécurisé, faisant son enregistrement hebdomadaire avec Gordon. Rapport d'état? Gordon a demandé à l'utilisation de leur ancien protocole opérationnel. Tout calme sur le front intérieur, a répondu Jacques. Cible neutralisée. Les civils sûrs.
Les paramètres de la mission sont dépassés. Des menaces en cours? Négatif. Situation stable indéfiniment. Copiez cela. Autre chose dont vous avez besoin? Jacques regarda à travers la porte coulissante de la chambre de sa fille, où une veilleuse projette des ombres douces sur les murs décorés de trophées de pêche et de certificats scolaires. Il y a 6 mois, cette pièce avait appartenu à un enfant effrayé qui a mouillé son lit et a sauté sur des sons inattendus. Maintenant, il appartenait à une petite fille qui rêvait de voyages de pêche et de projets scientifiques. Négatif, a-t-il dit. Tous les objectifs atteints. Après avoir terminé l'appel, Jacques est resté sur le pont pendant longtemps, écoutant le doux son de l'eau contre le rivage. Au loin, il pouvait voir les lumières de la base navale de San Diego, où les jeunes marins se préparaient à des déploiements qui les emmèneraient loin de chez eux en service à leur pays. Jacques avait servi son pays pendant 22 ans et il l'avait bien servi. Mais sa mission la plus importante avait été de sauver sa fille d'un prédateur qui avait envahi leur maison. Cette mission avait besoin de compétences que la marine lui avait appris et une flexibilité morale que la vie civile n'était pas censée exiger. Il avait fait son choix et il vivrait avec les conséquences. Mais en regardant Lynn pratiquer son casting cet après-midi, la voyant rire sans crainte ni hésitation, Jacques savait qu'il avait fait le bon choix. Certaines batailles ont été menées pour des concepts abstraits comme la liberté et la démocratie. D'autres ont été combattues pour le droit de des filles de 8 ans se sentant en sécurité chez elles. Jack Glenn avait combattu les 2 types de batailles et il les avait tous gagnés. La marée était élevée et tout allait bien. C'est là que notre histoire touche à sa fin.